Donc voilà, les organisateurs m'ont demandé d'aborder ces notions d'émancipation et d'autonomie à partir de l'expérience de la rébellion zapatiste. Donc la rébellion zapatiste, pour rappel, pour les plus jeunes ou pour les distraits, c'est cette rébellion d'indigènes mayas dans le sud-est du Mexique, dans l'état du Chiapas, qui se sont soulevés, armés, le 1er janvier 1994, le jour de l'entrée en vigueur des accords de libre-échange nord-américains, Canada, États-Unis, Mexique. Ils se sont soulevés pour réclamer, pour revendiquer, c'est leur premier slogan, la démocratie, la justice et la liberté, et pour lutter contre l'oppression, contre l'exploitation, contre la discrimination, le mépris, le racisme, très fort là-bas, et la marginalisation. C'est cette même rébellion, en deux mots, qui, déçue après quelques années par le non-aboutissement de leurs multiples tentatives d'atterrissage sur la scène politique mexicaine, mais déçue surtout par la non-application par les autorités mexicaines des accords signés entre les autorités et les zapatistes fin des années 90. Donc déçus par ces deux revers, ils ont décidé de se concentrer sur leur propre zone d'influence pour y construire un régime d'autonomie de fait, une forme d'autogouvernement dont on va parler tout de suite. C'est donc cette rébellion zapatiste qui est devenue au fil du temps un parangon, un modèle en matière d'émancipation et d'autonomie, à leur corps défendant d'ailleurs. Mais ils sont pour le moins, à tout le moins, un exemple, une source d'inspiration régulièrement cités. De nombreux intellectuels de renom l'ont célébré comme tel. Parmi eux, l'historien français Jérôme Bachet, qui dans un bouquin paru l'année dernière en France, la découverte « Adieu au capitalisme », parlait encore de la rébellion zapatiste comme l'une des utopies concrètes les plus remarquables que l'on puisse observer aujourd'hui à l'échelle planétaire. Et donc, la question à laquelle je vais essayer de répondre rapidement, c'est qu'est-ce qui vaut à cette rébellion, qu'est-ce qui vaut à ce mouvement zapatiste d'être ainsi considéré comme un modèle, ou à tout le moins comme une source d'inspiration en matière d'autonomie et d'émancipation. Je vais essayer de répondre en deux temps, brièvement. Un premier temps qui focalisera sur la question de l'émancipation, et un deuxième temps sur la question de l'autonomie. Donc le premier élément, ce qu'on attribue à la rébellion zapatiste, c'est d'avoir jeté les bases de ce qu'un autre sociologue français, Philippe Corcuff, appelle une nouvelle perspective émancipatrice. À savoir, donc, dans le chef des zapatistes, une volonté d'affranchissement de différents types de domination, d'une large gamme de domination, de sortie de différents types d'oppression dont ces populations sont l'objet. Une combinaison, dans leur discours, et aussi dans leur pratique, dans le meilleur des cas, de différents registres d'aspiration à l'émancipation. C'est relativement inédit en 1994. Ces aspirations qu'on va trouver dans le discours zapatiste et dans les pratiques zapatistes puisent tantôt dans des registres déjà anciens, tantôt dans des registres plus récents. Donc on a affaire à un mélange d'aspirations héritées et d'aspirations renouvelées. C'est d'abord, pour en citer quelques-unes, une petite dizaine, c'est d'abord l'aspiration républicaine à la démocratie politique, à la citoyenneté. Donc pour le coup, celle-là, elle est ancienne, elle date du 18e, 19e siècle, mais elle est présente comme telle, d'ailleurs dans le premier slogan zapatiste, démocratie, justice, liberté, on a cette aspiration républicaine à la démocratie politique, donc opposition à toute forme de domination politique. Aspiration ensuite, évidemment, aspiration socialiste à la justice sociale. Celle-là non plus n'est pas nouvelle, et elle est très présente dans le discours zapatiste. Aspiration à l'égalité entre groupes sociaux, donc opposition à toute forme de domination sociale. Aspiration chrétienne aussi, à la libération sur terre. Elle est moins présente, nettement moins présente dans le discours du sous-commandant Marcos, mais dans la parole d'une bonne partie des leaders de la rébellion, elle est très présente. Aspiration à la libération sur terre, à la terre promise, pour le peuple croyant. Le peuple croyant, c'est alors le nom d'une organisation dont les membres sont sous-représentés au sein de la rébellion zapatiste. Donc opposition à toute forme de domination religieuse également. Aspiration tiers-mondiste aussi à l'autodétermination, à la souveraineté sur son propre territoire, donc opposition à toute forme de domination coloniale. Aspiration anticapitaliste, moins présente au début, plus présente par la suite. Aspiration anticapitaliste au buen vivir, démarchandisé, au bien commun, donc opposition à toute forme de domination économique. Et mais centrale également, l'aspiration identitaire. On a affaire à un mouvement identitaire, d'affirmation identitaire, une aspiration à la reconnaissance, à la diversité, à l'affirmation. Donc opposition à toute forme de domination culturelle.
Là aussi, cette aspiration elle est contenue dans un des slogans les plus célèbres de la rébellion zapatiste. Nous voulons être égaux et différents. Donc articulation, égaux et différents, égalité et différence. Articulation du registre de la redistribution et du registre de la reconnaissance. Articulation du registre de la justice sociale et de celui de la diversité culturelle. Les choses peuvent paraître évidentes aujourd'hui, en 1994, et par la suite en Amérique latine, c'est tout à fait novateur. Aspiration féministe également. Aspiration à l'égalité homme-femme, à l'égalité de genre, donc opposition à la domination machiste, à la domination masculine. L'aspiration écologiste, environnementaliste est aussi très présente dans le discours et dans la pratique zapatiste. Respect de l'environnement, respect de la terre-mère, donc opposition à toute forme de domination physique, technique, productiviste sur la nature. Et enfin, aspiration libertaire à la reconnaissance du sujet. La question du statut de l'individu dans le collectif est très présente dans la parole zapatiste et aussi dans leur pratique. Et là, c'est une opposition à toute forme de domination communautaire, ou plutôt au poids des communautés, au poids de la tradition, au poids des institutions. Face à un tel éventail d'aspirations combinées, et je n'ai pas épuisé le sujet, mais enfin, il me semble que j'ai cité les principales, chaque école sociologique, chaque chapelle politique y a reconnu sa saveur préférée, y a reconnu sa dimension préférée, au risque parfois de négliger et d'effacer les autres, voire même en conditionnant son intérêt à la rébellion zapatiste, à l'abandon de certaines de ces dimensions que je viens de citer. Je n'ai pas le temps de développer, mais on pourra revenir sur le sujet. Or, l'originalité de la rébellion zapatiste réside précisément, l'originalité, mais aussi la fragilité, réside précisément dans cette articulation de dimensions qui jusque-là avait été opposée, voire oubliée dans l'histoire des luttes en Amérique latine, et en Amérique centrale en particulier. Le ZLN, le nom même de la rébellion zapatiste, Armée zapatiste de libération nationale, s'inscrit directement dans la filiation des mouvements révolutionnaires centra-américains qui ont précédé, le Front sandiniste de libération nationale au Nicaragua, le Front Farabundo Martí de libération nationale au Salvador. Ils ont repris la même appellation, mais ces mouvements révolutionnaires se mobilisaient sur une ou deux de cette dizaine de dimensions d'aspiration que je viens de citer. Donc en cela, il y a rupture. Et cette articulation, cette originalité, on la retrouve aussi dans l'articulation des identités mobilisées par le mouvement, dans l'articulation des références identitaires convoquées. Donc là, on a affaire à une rébellion où les indigènes zapatistes se définissent tantôt comme paysans, tantôt comme mayas, tantôt comme tzotzil, Tzeltal, Toro-Laval, tantôt comme chiapanais, habitants de l'état du Chiapas, mais aussi mexicains, dans toutes les cérémonies, dans toutes les mobilisations zapatistes, le drapeau mexicain, le drapeau national, patriotique est ultra présent, mais aussi citoyen du monde. Donc, des identités sociales, classistes, culturelles, ethniques, régionales, territoriales, nationales, universelles et de genre. Articulation aussi dans les formes d'organisation, dans les répertoires d'action. Avec le mouvement zapatiste, on a affaire à une combinaison de modes de mobilisation en tension. Elles sont souvent démocratiques, ces formes de mobilisation, horizontales, participatives, en réseau, symboliques, créatrices, mais elles sont aussi à certains moments, selon les conjonctures, selon les régions, plus verticalistes, plus autoritaires, plus centralisatrices, nettement plus classiques. Et donc même si c'est un mouvement qui entend rompre avec le dogmatisme, avec le militarisme et l'avant-gardisme, il le fait, mais il se caractérise tout de même par des moments d'ouverture et des moments d'intransigeance. Quoi qu'il en soit, ce mouvement zapatiste mérite bien sa triple étiquette qu'on lui a souvent collée ces dernières années. On a affaire à un mouvement qu'on peut qualifier à la fois d'identitaire, de révolutionnaire et de démocrate. Identitaire, révolutionnaire, démocrate. Je ne vous fais pas un dessin, pareille combinaison ne court pas les rues ces derniers temps. Mouvement identitaire, d'affirmation identitaire, mouvement révolutionnaire, socialiste, tiers-mondiste, anticapitaliste et mouvement démocrate, démocratique. C'est un mouvement qui est mu par une volonté d'autodétermination, sans séparatisme, sans séparation pour autant, mais aussi une volonté d'intégration, mexicain et fier de l'être, sans assimilation. Ce qui vaut aussi, donc deuxième point, ça c'était pour l'émancipation rapidement, ce qui vaut aussi au mouvement d'être considéré comme une source d'inspiration, c'est donc toute la question de l'autonomie de fait, l'autogouvernement, à la construction duquel
à la construction duquel ce mouvement s'est attelé depuis une bonne dizaine d'années, maintenant voire un peu plus, depuis le début des années 2000. Depuis qu'ils ont tiré les leçons, comme je le disais au début, depuis qu'ils ont tiré les leçons de leur relatif échec, des impasses rencontrées dans leur tentative d'articulation sur la scène nationale avec d'autres organisations de gauche, mais surtout, depuis le non-aboutissement, la non-application des accords, pour ceux qui connaissent, et il y en a beaucoup dans la salle qui connaissent très bien, voire mieux que moi le sujet, depuis la non-application des accords de San Andrés, les zapatistes ont décidé de se replier, entre guillemets, sur leur zone d'influence pour y construire, pour y développer leur système d'autogouvernement. Pour information, leur zone d'influence, c'est un territoire très fragmenté, très fragmenté. Aucune municipalité n'est 100% zapatiste. C'est complexe, c'est très divisé. Mais globalement, c'est un territoire fragmenté qui a presque la taille de la Belgique. Et il est organisé en 3 niveaux, ce territoire. Un niveau régional, il y a 5 régions qui sont gouvernées par des conseils de bon gouvernement, ce que les zapatistes appellent les caracoles. À un deuxième niveau, on a les municipalités rebelles autonomes, il y en a une petite trentaine actuellement. Chaque municipalité a la taille d'un département français, plus ou moins. Et chacune de ces municipalités contiennent des centaines de communautés locales, qui est le 3e niveau. Et donc concrètement, l'autogouvernement, dans ces régions, sur ces 3 niveaux de pouvoir, s'organise dans la délégation du pouvoir depuis la base, la délégation concentrique et ascendante du pouvoir depuis la base, dans la rotation aussi incessante des mandats et la révocabilité immédiate de ces mandats. Et mandat que les zapatistes n'appellent pas comme tel, ils parlent de charges, donc rotation et révocabilité immédiate de toutes les charges qu'à tour de rôle les délégués indigènes, délégués, on a le même mot que chez les Kurdes, les délégués indigènes, hommes et femmes, à parité, acceptent d'assumer bénévolement, chaque mot est important, acceptent d'assumer bénévolement au sein des 5 conseils de bon gouvernement, au sein de la petite trentaine de municipalités et dans les communautés. Là où l'on gère au quotidien l'autonomie éducative, l'autonomie sanitaire, l'autonomie juridique et autant que faire se peut l'autonomie productive, l'autonomie commerciale des communautés. Ce qui fait dire à Jérôme Bachet, encore lui, historien français, médiéviste, qui connaît particulièrement bien le sujet, qu'on a bien affaire avec le mouvement zapatiste à un autogouvernement non étatique et anticapitaliste qui donne corps au nous de la dignité rebelle autant qu'au nous de l'humanité rebelle. Ou encore à une actualisation de la Commune de Paris telle que la décrivait Marx. L'autonomie est devenue pour les zapatistes à la fois la méthode et la finalité de leur lutte, à la fois le processus même, autant que l'horizon de cette volonté d'émancipation, autant que l'horizon de la sortie des oppressions. L'autonomie pour les zapatistes, c'est le laboratoire quotidien, le terrain d'expérimentation concret, pratique par le bas, de leur projet de transformation sociale, de leur projet d'émancipation politique et culturelle. On ne sait d'ailleurs plus trop quel concept précède l'autre. Est-ce que c'est l'autonomie qui précède l'émancipation ou l'émancipation qui précède l'autonomie, ou si les deux se superposent? Quoi qu'il en soit, on a affaire à un projet de démocratie radicale qui repose d'abord sur un refus de tout contact avec l'État mexicain, sous toutes ses formes, et donc refus de tout investissement public, refus de tous fonds sociaux. Les zapatistes, celui depuis 2003 qui n'accepte aucun contact avec les autorités officielles. Projet démocratique radical qui repose également sur le refus de toute forme de médiation, de représentation, d'imposition, refus de toute forme de professionnalisation du politique, refus de confiscation du pouvoir, refus d'abandon de souveraineté dans des instances en surplomb, qu'elles soient partisanes ou étatiques. On a affaire à un processus d'autocréation, d'institutions propres, d'auto-institution du social. Pour Marcos lui-même, auto-rebaptisé sous-commandant Galeano depuis presque 2 ans maintenant, c'est un même rejet de l'aliénation, de la hiérarchisation, de la distanciation, de la séparation des registres qui se joue dans la radicalité démocratique de l'expérience zapatiste. Donc on le voit, c'est le rapport même de l'EZLN aux politiques qui a évolué. Sa conception de l'État, les voies privilégiées du changement social par la rébellion zapatiste ont évolué. En gros, on peut dire qu'en 20 ou 30 ans de zapatisme, je dis 30 ans parce qu'avant 1994, il y a une bonne dizaine d'années de préparation, en 20 ou 30 ans de zapatisme, on est passé d'une tendance plutôt étatiste, classique, jacobine, marxiste-léniniste,
verticaliste, de changement par le haut, à une tendance nettement plus autonomiste, libertaire, horizontale, changement par le bas, avec ce slogan, cette consigne centrale dans les activités quotidiennes du zapatisme, c'est le commander en obéissant, mandar obedeciendo. Donc de ce principe en découle cet autre que je ne vais pas citer, mais commander en obéissant, évidemment central. Le peuple commande, le gouvernement obéit. Pour d'aucuns, avec cette idée d'autonomie, on a affaire à l'essence même du zapatisme. Pour d'autres observateurs tout autant sympathisants, on a plus affaire à une évolution circonstancielle du zapatisme, à une évolution même opportuniste, accidentelle. Le philosophe Daniel Ben Saïd lui-même disait d'ailleurs du mouvement zapatiste à propos de cette célébration de la voie autonomiste que le mouvement avait fait de nécessité vertu. Je termine. Qu'en est-il maintenant de la viabilité, en deux mots, sociale, politique, économique? Qu'en est-il de la fécondité de ces expériences d'autogouvernement zapatiste en cours dans les zones d'influence de la rébellion? Là aussi, il y a une certaine forme de clivage parmi les observateurs. D'un côté, il y a une fascination pour cette actualisation à ciel ouvert des modes d'organisation démocratique, des modes d'organisation communautaire indigène. Une fascination également pour les réalisations concrètes, réelles, engrangées par les zapatistes ces dernières années en matière d'éducation autonome, de santé autonome, de justice autonome, etc. Mais il y a aussi un certain scepticisme quant à la viabilité, surtout économique, de ce régime d'autonomie dans un contexte qui, lui, est toujours très adverse. Adverse militairement, je n'ai pas le temps de décrire, adverse économiquement, adverse politiquement, voire socialement. Le ZLN, donc l'armée zapatiste de libération nationale, souffre aujourd'hui d'une vulnérabilité sociale, militaire et économique et d'un relatif isolement politique au sein des gauches mexicaines qui rend d'autant plus étonnante sa persévérance et sa durabilité. Durabilité, c'est d'ailleurs le terme qu'on a choisi pour intituler cet ouvrage collectif. Il y a un auteur mexicain dans la salle d'ailleurs, qu'on a publié l'année dernière à propos de ce mouvement, Zapatisme, la rébellion qui dure. Voilà, j'arrête là-dessus.